la présentation à l'écran. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire. Donc, on est ensemble jusqu'à peut-être 45 minutes, je dirais, donc 16h15. On va vous laisser, bien entendu, la parole. Vous pourrez poser des questions directement dans le chat. On se propose d'y répondre à la fin de la session et de faire une session voilà, plutôt informelle, questions-réponses. Donc on va commencer. Donc aujourd'hui, on est 2 personnes de chez Adista pour animer ce webinaire, donc Renaud et moi-même. Donc Renaud, peut-être un petit mot, puis je me présenterai après. Bonjour à tous, je suis vraiment enchanté d'être là. Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui continue à rentrer, donc c'est très positif. Je vois que ça répond également au formulaire, donc on va avoir plein d'informations pour aussi répondre à vos questions et orienter le webinaire un maximum pour que ça réponde à vos besoins. Et tout simplement, je suis consultant Microsoft 365 auprès d'Adista avec une spécialité sécurité. Et on s'occupe d'accompagner les utilisateurs aussi bien sur la partie administration, mise en place, gouvernance, que l'utilisateur avec l'aide à la transformation numérique. Je te laisse la parole. Du Oui, coup, merci si Renaud. tu veux te Donc présenter. bonjour, Céline Galvez, donc je suis, consultante aussi, M365 au sein d'Adista avec, plus une spécialité sur la partie SharePoint et notamment, la mise en place des intranets de communication pour une organisation ou bien, une plateforme, de formation et de e-learning. Voilà. Alors je vous propose tout de suite de passer du coup à notre petit agenda du jour. Donc là, l'idée aujourd'hui, c'est un petit peu de discuter autour, de M365 bien entendu. L'idée, c'est un peu d'aborder des points et des thématiques, alors, plus ou moins en réponse à vos besoins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes effectivement sur le sondage qui n'utilisent pas les briques collaboratives. À l'inverse, il y en a beaucoup qui l'utilisent. L'idée, c'est un petit peu de faire un tour d'horizon, donc avec des thématiques, sur, notamment la partie d'amélioration de l'efficacité de l'organisation grâce aux briques M365. Comment en fait Microsoft peut vous apporter aujourd'hui de la flexibilité dans votre quotidien. Ensuite, on fera un zoom un peu plus précis, sur la partie gouvernance, et protection du patrimoine informationnel. Et puis, enfin, comment on pourra stimuler un petit peu, l'adoption. Donc ça, c'est toute la partie change management et bien entendu, on vous présentera aussi comment, Adista peut vous accompagner dans votre quotidien sur ces différents sujets. Donc on va tout de suite parler, de la première thématique, donc qui est donc, booster vos communications et organiser vos données. Donc là au travers, de différents, on va dire, briques collaboratives. Donc on va passer à la slide d'après. On va un petit peu vous remettre du contexte. Donc aujourd'hui, j'imagine que dans votre quotidien, vous utilisez sûrement les applications de bureautique, donc on en parlait en tout début, Word, Excel, PowerPoint. Donc ces solutions que vous connaissez, finalement, vous avez l'habitude de travailler avec et de les utiliser. Mais le passage sur M365, va pas pour autant changer ses habitudes de travail. En revanche, il va vous apporter des nouveaux outils collaboratifs. Donc ces outils collaboratifs, vous les voyez à l'écran. Vous reconnaissez peut-être Teams, vous reconnaissez OneDrive, vous reconnaissez SharePoint, il y en a plein d'autres bien entendu. Et l'idée, c'est que les collaborateurs, vont commencer à utiliser ces applications petit à petit, ce qui va créer en fait, finalement, divers environnements de travail sur lesquels les utilisateurs vont pouvoir, créer, déposer, partager des documents. Donc là, il va y avoir une vraie création, de la donnée, une création de valeur de données en interne, mais aussi en externe avec le partage. M365 propose aussi des solutions de digitalisation et d'automatisation des process. Donc là, en fait, l'idée, c'est de venir, rajouter une couche supplémentaire aux utilisateurs pour qu'ils puissent augmenter, leur, productivité au quotidien. Et par-dessus tout ça, on va, mettre vraiment une couche qui est très importante, qui est la couche de sécurité. En fait, aujourd'hui, l'idée, c'est, dès lors qu'on crée, de la donnée, qu'on crée de la valeur, on va vouloir, gérer, maîtriser et sécuriser son patrimoine informationnel. Mais pour autant, l'idée, c'est de ne pas brider, les utilisateurs dans leur expérience, entre guillemets «client» de tous les jours. Donc on vous fera tout à l'heure quelques petites démonstrations de solutions faciles à mettre en place. On va parler double authentification, accès conditionnel notamment. Et en fait, ça va vous donner un petit peu un ordre d'idée sur ce qu'on peut mettre en place de manière très simple. Et aujourd'hui, pour terminer avec, un petit peu toute la partie,
hybride du travail, hein. On a des personnes en mobilité, des personnes qui sont clients en interne et donc du coup qui sont forcément, en agence. On va avoir une couche d'outils qui va nous permettre en fait de faire, de la remontée analytique. C'est vraiment ça se base sur de la data, qui est consommée, qui est crunchée au quotidien par vos utilisateurs et donc du coup, ça va vous permettre in fine d'améliorer, on va dire, vos usages et vos bonnes pratiques, au sein de votre entreprise grâce notamment à Microsoft Viva. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un outil aujourd'hui, assez montant pour, M365 et que nous, on commence à utiliser, chez Adista et qui tient bien ses promesses. Donc aujourd'hui, vous êtes sûrement confrontés à plusieurs constats. On a parlé de la diversification, ça marche aussi, des outils, donc Teams, OneDrive, SharePoint et cetera. Donc en fait, le risque aujourd'hui, c'est que les organisations peuvent perdre de la donnée. Elles peuvent avoir de la donnée qui est dupliquée, de la donnée qui est obsolète, ou de la donnée même sensible. Donc en fait, cette donnée a de la valeur pour l'entreprise. L'idée, c'est que, elle soit utilisée, récupérée, partagée par des personnes qui ont l'autorisation d'accès et non pas l'inverse. Donc parfois ces données sont on-premise, parfois elles sont dans le cloud. La problématique, c'est que, parfois on ne sait pas où se trouve l'information. On ne sait pas où la chercher. Par exemple, mon document est à jour, qui a accès? Est-ce que je l'ai déjà partagé? Par rapport au télétravail, j'en parlais rapidement tout à l'heure, ce qu'on appelle un petit peu le travail hybride. On va identifier plus des risques qui sont liés à la sécurité finalement. En fait, comment, mes utilisateurs, se connectent à leur outil? Est-ce que j'autorise les connexions, depuis l'extérieur, de mon organisation? Donc l'idée, c'est vraiment que, les devices qui ne sont pas propres à mon organisation n'ont pas, d'accès. Un autre constat, c'est un petit peu, l'absence de bonnes pratiques. Alors, effectivement, déployer, tout ça rapidement dans le temps, ça comporte, un risque, clairement de ne pas maîtriser, ces bonnes pratiques et ces procédures et donc du coup, d'avoir une expérience utilisateur qui n'est pas optimale. Donc, certaines données sont, stockées un petit peu partout, on va dire, et donc on cherche l'information et c'est compliqué de la trouver. On n'a pas, de facilité du tout dans notre quotidien à la récupérer. On constate aussi, un manque de formation. Alors effectivement, l'accompagnement collaborateur, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les utilisateurs ne vont pas perdre de temps dans leurs recherches. Ils vont pouvoir, utiliser des applications de la bonne manière. Donc le risque effectivement, c'est qu'on perde en productivité, puisque dès lors qu'on n'a pas formé nos utilisateurs, évidemment, la solution ne sera pas adoptée, ne sera pas correctement utilisée. Et pour terminer, aujourd'hui, il y a beaucoup, de licences différentes, on va dire, de plans qui existent chez Microsoft et qui permettent d'exploiter les outils. Donc, parfois, on n'utilise que 5 à 10 de ce que propose la licence en réalité et c'est un peu dommage puisque, on pourrait quelque part optimiser ce ROI en utilisant toute la puissance des briques M365. Donc l'idée, c'est un petit peu de vous montrer, heu, tout ce qu'on peut utiliser aussi, au-delà de connaître les licences que vous avez aujourd'hui dans votre organisation, mais comment l'optimiser. Donc la structuration de la donnée, je vous parlais tout à l'heure, du fait que, la donnée était essentielle et finalement elle était au cœur, de ce qui nous importe, c'est-à-dire, la partie sécurité, la partie gouvernance et cetera. Aujourd'hui, on a de l'information. OK, très bien, on a du contenu, on a des documents, on a des fichiers, mais tout ça, comment est-ce que c'est organisé chez nous? Comment est-ce qu'on consomme cette donnée? Donc l'idée, c'est de pouvoir, au-delà de ça, partager. L'idée du partage en interne et l'idée du partage en externe, c'est pouvoir faciliter la communication. Donc l'idée, c'est que cette information, elle soit bien localisée, qu'on sache où elle est, qu'on puisse la partager, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse travailler ensemble dessus. Donc là, on va parler de Teams, on va parler de la collaboration, on va parler des outils collaboratifs, on va mettre en place, des workflows. Donc cette information commence à prendre énormément de valeur et donc derrière, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à la gouverner. L'idée, c'est, de conserver cette donnée, conserver ce patrimoine au sein de notre entreprise. Donc là, on va utiliser une surcouche de sécurité, on va parler de métadonnées, d'indexation et de plein d'autres outils.
Donc, vous l'avez vu à droite, vous avez à chaque fois les petits pictos. L'idée, c'était vraiment de vous les remettre en valeur. Tout à l'heure, on a parlé des briques collaboratives. Là, aujourd'hui, elles sont plus structurées sur, en gros, à quoi elles servent. À l'information, la communication au travers d'Exchange, d'Outlook, de OneDrive, la collaboration sur Teams et ensuite la partie gouvernance plus sur SharePoint. Donc un petit peu, aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, les collaborateurs vont accéder, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quelque part, un petit peu, partout. Donc on est en nomade, on est à l'agence, on est en déplacement, à n'importe quel moment. Aujourd'hui, effectivement, notre outil de travail peut être, délocalisé sur notre portable, mobile, pardon, j'entends. Et puis, on peut avoir accès à l'ensemble du contenu de l'entreprise. Donc l'enjeu ici, ça va vraiment être de mettre en place, en face, une stratégie de sécurité pour pouvoir protéger, gouverner, réguler et superviser l'ensemble des données de mon patrimoine. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'utilisateur est au centre de cette expérience et donc du coup, l'objectif reste quand même de lui donner tous les accès dont il a besoin, mais ne pas le brider dans son expérience pour qu'en fait, on continue de protéger notre patrimoine informationnel, mais que l'utilisateur puisse avoir une expérience optimale dans son quotidien, au travers de tous ces outils. Eh ben, ça me semble déjà très complet, tous ces Mmh. éléments. Tout ça, c'est des outils que vous utilisez déjà en partie ou en grande partie. On voit que 80 aujourd'hui là sur le formulaire, vous êtes, utilisateur de ces données. Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans les cas concrets que Céline a présentés où il y a des difficultés parfois d'usage ou d'adhésion, ou peut-être il y a des documents qui sont partagés, partout, où il y a peut-être des questionnements aussi sur les bons usages de SharePoint, de la collaboration, de la communication et des outils, qui sont liés à tout ça. Et justement, l'envie, d'aller plus loin, l'envie de mieux collaborer, l'envie de mieux communiquer, de mieux travailler, va peut-être se passer au travers de Microsoft Teams. C'est ce qu'on va voir dans cette partie 2. On va vraiment aller vers, comment débrider ce pouvoir de Teams. Qu'est-ce que c'est Teams? En quelques mots, qu'est-ce que ça va permettre de faire? Tout simplement, l'idée de Microsoft Teams dans son ensemble, c'est demain de devenir le bureau numérique de l'utilisateur final. C'est-à-dire que ce bureau numérique, il s'ouvre le matin et ça devient son espace de communication, son espace de collaboration. Il retrouve ses fichiers à la dernière version à laquelle il a été traité. Les personnes peuvent travailler ensemble, que ce soit sur du Microsoft Teams, que ce soit sur du site SharePoint, que ce soit en ligne, que ce soit en télétravail, que ce soit au bureau. Et en fonction de toutes ces modalités, on va faire en sorte que l'utilisateur n'ait plus à se poser la question de où trouver son application pour communiquer, travailler. Et tous les liens des applications métiers tiers, telles que la comptabilité, telles que des applications qui seraient au niveau RH, SIRH, des applications qu'on aurait besoin dans le médical, des applications qu'on aurait besoin sur des domaines métiers très spécifiques, on va pouvoir les lier directement à Microsoft Teams et en faire un univers, un bureau de travail unique. Et on voit ici, il y a une petite bulle qui s'accroche à Microsoft Teams, au logo, c'est la téléphonie. Ça veut dire qu'au-delà de maîtriser tout son environnement informatique sur un seul outil, on va en plus pouvoir basculer nos outils collaboratifs avec la téléphonie et pouvoir passer nos appels directement, quel que soit le numéro à utiliser, un numéro de portable, un numéro de téléphone fixe, on va pouvoir le passer dans Teams ou faire des transferts d'appels. Et on va pouvoir également, du coup, gérer finalement le droit à la déconnexion, puisqu'il n'y aura plus qu'un seul outil qui rentrera en jeu pour l'utilisateur final. On va pouvoir gérer son droit à la déconnexion le week-end et lui bloquer tout simplement ses accès à l'utilisation de ce bureau numérique, de cet espace collaboratif et de cet espace de communication. Donc bien sûr, l'objectif de tout ça, cette puissance, finalement, si elle n'est pas maîtrisée, si elle n'est pas sécurisée, oui, on va pouvoir donner des accès à tous, oui, on va pouvoir donner des accès à toute l'information de l'organisation, mais on ne veut pas qu'il y ait des fuites, on ne veut pas qu'elle soit partagée librement, ou en tout cas, on veut pouvoir maintenir une gouvernance et une maîtrise sur cette donnée-là. Et c'est vraiment le troisième point qu'on aborde ici, c'est comment je gère mon patrimoine informationnel, comment je gouverne la donnée, comment je donne les droits à mes utilisateurs en lecture, en partage, en invité,
Peut-être j'ai des organisations qui ont des unités différentes en France, à l'étranger, qui ont peut-être, si ça vous parle, des tenants différentes, donc des comptes d'organisation Microsoft différents. Comment je peux permettre un travail collaboratif entre toutes ces entités? Mais peut-être plus simple, comment mon entreprise qui est franco-française, je peux garantir sa sécurité et garantir une expérience utilisateur optimisée en termes de collaboration et en termes de sécurité. Donc, le patrimoine informationnel numérique, c'est quoi? C'est déjà une stratégie de conformité. Tout simplement, c'est dans mon organisation, en interne de mon organisation, en externe, qui peut accéder à quoi? Qui va pouvoir traiter quels documents? Est-ce que les identités sont bien supervisées? Est-ce que j'assure bien une sécurité de mes points de terminaison? Est-ce que mes ordinateurs, je les maîtrise? Les ordinateurs portables, la téléphonie mobile, est-ce que les informations professionnelles sont bien scindées des informations personnelles? Qu'est-ce qui se passe si mon utilisateur perd son téléphone? Est-ce que c'est un téléphone personnel? Est-ce que c'est un téléphone professionnel? Quelles sont les solutions que je vais pouvoir mettre en place sur ces éléments-là? La valorisation de ma donnée, il est important de comprendre que toute personne morale, qu'il soit publique ou privée, est responsable de son patrimoine informationnel numérique. C'est une vraie valeur pour l'organisation. Il y a des informations sensibles qui pourraient être divulguées à des personnes qui ne sont pas autorisées. On pourrait avoir des extractions de données de la part d'utilisateurs qui seraient internes à l'entreprise, mais on pourrait également se faire voler son mot de passe, se faire hacker son téléphone portable ou le perdre, ainsi de suite. On pourrait avoir des problèmes, des questions judiciaires avec certaines off-boarding, certaines sorties d'utilisateurs. Donc, comment je valorise et comment je sécurise cette information et surtout comment je vais optimiser, du coup, la protection des données sensibles qui sont au sein de mon organisation. Pour faire simple, ça va passer en 3 étapes. La première, ça va être de gérer ce qu'on appelle l'accès conditionnel. C'est-à-dire, j'octroie l'accès à mes utilisateurs sous quelles conditions? Pourquoi et comment tu voudrais accéder et comment je suis sûr que c'est toi, en tant qu'utilisateur, qui a le droit d'accéder à ces données? Alors ça peut se passer par le biais d'un téléphone portable. On peut demander à un utilisateur, d'avoir une application sur son téléphone. On peut lui demander de s'authentifier par SMS. Cela peut se faire également par d'autres moyens si l'utilisateur ne souhaite pas, impliquer des données personnelles au sein de son environnement professionnel. Tout simplement, on va pouvoir lui présenter d'autres supports qui sont par exemple des clés FIDO qui vont permettre à l'utilisateur de s'authentifier avec un certain nombre de conditions et un certain nombre de besoins en conformité et d'accéder à ces applications. Et on va voir aussi qu'on va pouvoir jouer du coup sur ce qu'on appelle le passwordless, c'est-à-dire un accès sans mot de passe. Et du coup, on supprime un grand nombre aussi de problématiques de perte de mot de passe, de renouvellement de mot de passe. Et ça fait gagner beaucoup de temps en termes de support. Le deuxième point, c'est la sécurité des terminaux, c'est-à-dire comment sont protégés les appareils avec lesquels se connectent mes utilisateurs et également dans les conditions, ce qu'on voyait juste avant, on va pouvoir les lier aux conditions, c'est-à-dire qu'on va imposer à l'utilisateur de se connecter depuis son propre terminal professionnel et interdire tous les autres terminaux, comme d'installer par exemple le pack Office ou de connecter sa boîte mail sur son téléphone personnel. Et ainsi, on va pouvoir définir une conformité des terminaux, une conformité de vos PC, une conformité de vos appareils mobiles. Et on va simplement dire que si l'appareil n'est pas conforme à ce que j'ai décidé, c'est-à-dire la dernière mise à jour, les derniers éléments de sécurité Microsoft, euh, un appareil qui a toutes les applications et uniquement les applications que j'ai décidé qui devaient être installées, et ainsi de suite, uniquement à ce moment-là, on va autoriser l'accès aux applications et au système d'information de l'entreprise. Et enfin, un dernier élément pour gouverner la donnée, ça va être le chiffrement de cette donnée. C'est-à-dire qu'on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle des cadenas de sensibilité sur des espaces documentaires SharePoint, des espaces des équipes Teams, des boîtes email et également des utilisateurs à risque. Ce que j'entends par utilisateur à risque, ce n'est pas un utilisateur dangereux spécifiquement pour l'organisation, mais ce serait une personne qui aurait accès à des informations justement extrêmement sensibles de l'organisation
et on veut être sûr que ces informations, si elles sortent de l'entreprise, par quelque moyen que ce soit, elles soient impossibles à lire, elles soient chiffrées et cryptées, et que uniquement les personnes qui ont le nom de domaine correspondant à l'organisation vont pouvoir ouvrir ces documents, et également qui ont le statut dans l'entreprise, le profil correspondant pour pouvoir ouvrir ces documents, voire même ouvrir ces documents sur des postes et des terminaux spécifiques. Alors tout ça, comment ça fonctionne? C'est tout simplement l'accès conditionnel, c'est vraiment la première brique qu'on va émettre, c'est l'authentification multifacteur qui va nous permettre du coup de gérer l'identité de nos utilisateurs et de définir le risque ou non. C'est ce qu'on appelle également l'approche zéro trust. Tout simplement, quand un utilisateur va se connecter, ici on voit un drapeau français, si il est en France dans un environnement de confiance, c'est-à-dire éventuellement dans mon entreprise ou sur un réseau VPN lié à mon entreprise, eh bien, il aura un accès direct aux applications Microsoft 365 qui comprennent mon système d'information, puisque j'ai défini ces conditions comme étant complètement de confiance, et donc mon utilisateur n'aura aucun problème pour se connecter, et surtout n'aura pas besoin de se connecter en multifacteur et de se double authentifier. Si je le souhaite, si je souhaite utiliser mon utilisateur à se connecter, ou certains profils de mes utilisateurs, parce que c'est un patron d'entreprise, il voyage, et ben je veux lui autoriser à pouvoir se connecter depuis l'étranger, je vais pouvoir lui donner cette possibilité-là, mais alors il va devoir s'authentifier en multifacteur. Et on va pouvoir ajouter à ces multifacteurs différentes possibilités de s'authentifier, soit par application, par SMS, par email, par empreinte digitale, ou alors on va tout simplement lui ajouter aussi des conditions pour garantir en fait tout simplement l'accès aux applications. Et si on estime que mon entreprise, dernier cas de figure, est française, que mes utilisateurs doivent se connecter en France et uniquement en France, et ben, tout simplement, je vais imposer que toutes les connexions qui pourraient venir d'un pays tiers sont bannies par défaut. Et après, on va pouvoir, bien sûr, mettre des curseurs avec des niveaux de sécurité différents pour autoriser ou non des accès avec des profils utilisateurs différents. Et comme je vous l'expliquais avant, donner un niveau de risque à l'utilisateur en fonction de son statut d'entreprise. Et tout ça, on voit du coup que ça fait une sorte de bulle qui va venir se poser sur votre système d'information et vous permettre de travailler en toute sérénité. Un petit exemple, du coup, tout simplement, je suis en France, j'autorise les connexions en France parce que mon entreprise est franco-française, je me connecte sur mon navigateur internet, je vais aller chercher teams.microsoft.com puisque c'est là, encore une fois, que se trouve mon bureau numérique. On voit immédiatement que ça se connecte, il n'y a aucun souci, mon entreprise est française, ma condition est française, je suis sur un équipement qui est autorisé, qui est conforme, je peux me connecter. Pas de problème, j'accède à tout le contenu. Comme je l'ai expliqué avant, je suis sur un pays étranger. Je n'ai pas l'autorisation de me connecter depuis l'extérieur de la France. Je recommence la manipulation tout simplement d'ouvrir un navigateur, de me connecter à mon application Teams. Et là, forcément, il m'est indiqué que l'accès n'est pas possible et qu'il va falloir que je consulte l'administrateur de mon organisation pour pouvoir me connecter. Donc, impossible pour moi d'accéder. Exemple, mon mot de passe est volé, potentiellement un utilisateur qui viendrait, qui essaierait de s'authentifier d'un autre pays pour pouvoir hacker le compte de mon organisation, mon tenant, en France, il ne pourra pas le faire. Ici, on va retrouver tout simplement un exemple d'accès conditionnel et d'authentification multifacteur. Ici, on va faire une géolocalisation de l'utilisateur. Au moment où il va se connecter, on va lui demander de confirmer dans l'application Authenticator tout simplement le chiffre qui affiche à l'écran. Et seulement à ce moment-là, on va lui autoriser à se connecter si effectivement il répond aussi aux normes de conformité que j'ai appliquées avant. On va avoir un dernier élément de sécurité que je vous ai énoncé juste avant, et tous ces éléments, encore une fois, sont liés les uns avec les autres. On va voir ici les étiquettes de sensibilité. Donc, je vous disais qu'on pouvait appliquer ces étiquettes avec des niveaux de conformité différents. Donc là, on a hautement confidentiel, confidentiel, personnel, on a du CODIR. Et en fait, cette brique va s'afficher tout simplement sur
votre Outlook, sur Word, sur Excel, sur PowerPoint, sur tout document Microsoft. Et ici, l'utilisateur va simplement lui définir le niveau de sensibilité de l'étiquette. Donc s'il le met sur interne, le document ne pourra pas être partagé en externe, ne pourra pas être transféré. Et si il est extrait, le mail, et il y a une tentative d'être ouvert, par exemple, sur un ordinateur quelconque avec une adresse Gmail, l'utilisateur ne pourra pas accéder au mail, il sera crypté, il sera protégé, puisque c'est défini comme étant uniquement interne. Et sur chaque étiquette qu'on va créer, on va pouvoir appliquer des niveaux de conformité différents. Et ici, on voit une application manuelle, mais encore une fois, on pourrait l'appliquer sur des boîtes email directement par défaut, des équipes Teams qui s'appelleraient Codir, par exemple, des directions de ressources humaines, de qualité, service qualité, mais également des sites SharePoint qu'on pourrait mettre en interne avec un site intranet ou un site SharePoint qu'on pourrait décider de mettre en extranet, sur lequel on créerait des espaces qui seraient dédiés à nos clients, qui seraient dédiés à nos partenaires, qui seraient dédiés à des personnes externes avec qui on voudrait partager de la documentation sous certaines conditions et sur, sur certains niveaux de sensibilité. Et donc, on va pouvoir protéger tout ça grâce à ces étiquettes de sensibilité, tout simplement. Alors, soit on les applique par défaut, soit on va pouvoir les appliquer manuellement. Admettons qu'une étiquette soit appliquée par défaut en interne. Si une personne souhaite changer le niveau de confidentialité, de sensibilité, pardon, de l'étiquette et le mettre sur public, elle va devoir justifier de son changement à une personne hiérarchique supérieure qui pourra valider ou non l'envoi d'email en fonction des besoins. Et on pourrait imaginer également faire ça avec des partenaires externes où on aurait la possibilité de nommer une ou plusieurs personnes chez ce partenaire pour partager ces mêmes documents et uniquement à cela. Des documents médicaux, des documents gouvernementaux, des documents d'armement, des BE, des bureaux d'études. On peut imaginer toutes sortes de documents de santé, des fichiers personnels, de ressources humaines, on peut imaginer toutes sortes de documents. Le principe, je vous l'ai expliqué juste avant, c'est le zéro trust. Donc encore une fois, tout va se lier. On va retrouver une stratégie en profondeur avec une gestion de l'identité des utilisateurs, une gestion des accès, une gestion du parc matériel, donc des points de terminaison. Et enfin, la dernière, ce que je vous expliquais juste avant, c'est les étiquettes de sensibilité. Et tout ça va créer une bulle de sécurité autour de vos utilisateurs. L'objectif, c'est de sécuriser les données, l'identité, les accès, les terminaux, oui, mais de faire en sorte, comme je vous l'expliquais, dans une connexion, par exemple, conforme en France par un utilisateur français dans un environnement de confiance, de ne pas être embêté par tous les niveaux de sécurité qui sont mis en place. L'idée, c'est vraiment d'avoir une stratégie de sécurité complètement transparente pour l'utilisateur final. Ne pas impacter l'expérience utilisateur, comme le disait Céline en tout début, ne pas impacter l'expérience utilisateur, que ce soit le plus fluide possible pour lui, qu'il ne se pose pas de questions. Il arrive le matin, il a son bureau numérique, il peut travailler dans les espaces. On va faire un onboarding d'une personne, elle a immédiatement les accès qui lui sont ouverts sur ce dont elle a le droit d'accéder, et tout son parc matériel, tous ces éléments vont rentrer dans un profil de sécurité qui vont lui permettre en autopilote d'être déployé sur son poste et d'activer du coup toutes les fonctionnalités qu'il aura besoin au travers de Teams, voire de Teams Téléphonie si on fait une unification de tout ça. Et toutes ces démarches, évidemment, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, je l'imagine, comme ça, c'est que vous avez peut-être aussi un besoin d'accompagnement, que ce soit sur ces démarches de sécurité, mais aussi des démarches d'usage. Et ça, c'est Céline qui va nous en parler le mieux. Merci Redin. Donc, on l'a vu, juste pour remettre un petit peu de contexte, on a mis en œuvre, hein, la solution collaborative au travers de M365. Donc, on a vu que la donnée était stockée, donc par exemple dans notre OneDrive. On va coéditer, on va la partager dans Teams et puis après, on va communiquer dessus peut-être sur un site SharePoint. On va utiliser aussi SharePoint pour faire de la classification et de l'archivage. On aura mis une bonne définition et une bonne mise en place des règles de sécurité et de gouvernance de ce patrimoine justement dans notre usage au quotidien, aussi bien pour les users que pour les administrateurs de l'entreprise, comme nous l'a présenté Renaud, avec du coup les différentes briques.
Et donc finalement, toute l'implémentation de ces outils, ça va être un projet, structurant effectivement, pour l'organisation, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a une grosse dimension humaine et l'objectif quand même essentiel est de stimuler, vos users dans l'adoption, de tout ce que vous allez mettre en place demain au sein de votre organisation. En fait, c'est le temps du changement. Il va falloir expliquer ce change, auprès de vos utilisateurs. Il va falloir, quelque part, en termes d'objectifs, impulser, faire adhérer et faire agir vos collaborateurs. Et effectivement, tu le disais tout à l'heure Renaud, rien de plus terrible qu'adopter une solution et qu'elle ne soit pas, utilisée. C'est-à-dire que vous ayez un taux d'usage qui ne soit pas suffisant, que vous ayez, des personnes qui soient réfractaires, et qui, n'arrivent pas justement à, bénéficier de la collaborativité de l'outil et de sa puissance. Donc on va créer de l'insatisfaction, c'est un peu dommage. Donc tout l'enjeu vraiment, c'est d'accompagner, tout ce change, finalement, donc depuis le projet jusqu'à sa mise en place, l'implémentation et après, pendant toute l'utilisation. Donc en fait, on va définir 3 grands moments, pendant cette phase d'accompagnement. Tu peux passer du coup à la slide d'après, dans la conduite du changement. On va avoir, une première phase qui va être avant, les besoins en formation. Là, l'idée tout simplement, c'est, de recueillir des besoins. On va aller voir les différents publics, on va leur poser les questions, on va établir un programme de formation sur mesure. Ensuite, ce programme de formation, on va vous aider à le communiquer grâce à des newsletters notamment. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que pour qu'un projet soit adopté par l'ensemble de vos utilisateurs ou par une solution soit adoptée par l'ensemble des users, il faut qu'ils en aient connaissance. Donc en fait, il faut les embarquer au tout début, justement, dans cette mise en place. On va vous aider aussi, au démarrage, c'est-à-dire qu'on va faire des préconisations en fonction de votre public et ensuite on va, faire un webinaire de présentation, M365 de toute la puissance de l'outil, qui aura vocation un petit peu à créer une sorte d'onboarding, de vos users, de demain, dans ce change. Donc ensuite, on va avoir toute la partie formation. On a mis en place les briques collaboratives, on est en train de le faire. Par exemple, vous êtes en train d'utiliser, Teams, vous êtes en train, de mettre en place un intranet de communication. Donc l'idée, c'est vraiment, d'avoir une sorte d'animation pendant, toute cette phase de formation et que, au travers, d'évaluations, donc on a des évaluations, sur le moment, donc ce qu'on appelle à chaud pour, pouvoir, un petit peu, savoir quelle est la qualité de la formation ou la réadapter en cours de route ou à l'inverse avoir des évaluations à froid, c'est-à-dire à J+15 pour mesurer un petit peu, le gain de la conduite de ce changement, pour mesurer les écarts. Vous aviez une solution avant, vous avez une solution demain. Est-ce que les users s'y retrouvent? Sont-ils perdus? Sont-ils contents? Voilà. En fait, pendant toute cette phase de formation, il n'y aura pas que de la formation stricto sensus, il y aura aussi toute cette partie, finalement, d'animation sur l'usage. Et puis après cette formation, donc on va mettre à disposition, heu, une assistance. C'est un petit peu, voilà, comme une idée de maintenance de site internet, mais l'idée c'est qu'à partir du moment où vous avez déployé ces solutions en interne, on parlait peut-être tout à l'heure de Teams Téléphonie, c'est un très bon exemple. Nous, on vient de switcher sur, Teams Téléphonie, full, donc avant on avait, encore du Skype. Clairement, il y a des interrogations. Dans tous les jours, voilà, moi je suis perdue, est-ce que je peux appeler mes clients, depuis Teams ou est-ce qu'il vaut mieux que je les appelle depuis Skype? Pourquoi est-ce que maintenant j'ai qu'un seul outil? Donc là, on va répondre aux interrogations fonctionnelles, vraiment d'un utilisateur et l'objectif, c'est, de proposer un maximum d'informations à ces utilisateurs pour qu'ils puissent, en fait, récupérer, des tutoriels, récupérer des modes opératoires, peut-être même des capsules vidéo, pour qu'en fait, ils puissent, finalement maîtriser ces outils et avoir de la donnée en permanence, à disposition, pour pouvoir, réaliser dans leur quotidien, une bonne utilisation de l'outil. On parlait tout à l'heure de bonnes pratiques, on est pleinement dedans. Donc vous l'avez compris finalement, l'idée c'est de alors quand je dis vous accompagner, c'est-à-dire qu'aujourd'hui Adista bien entendu, propose ce type d'accompagnement. On a une cellule, avec, donc des formateurs et des personnes qui font de la conduite du changement, c'est leur job au quotidien. L'idée c'est vraiment de vous accompagner pendant toute la mission, dans cette conduite du changement, pendant sa mise en place, pendant sa son déploiement et ensuite une fois que les outils sont, très largement adoptés par, vos utilisateurs. Voilà pour le change.
Et c'est Pardon. un beau change, C'est un beau change. un beau change, un beau challenge. Ouais, Et voilà. effectivement, ce beau challenge s'accompagne d'une vision à 360 degrés sur un univers de confiance. On en parle beaucoup. Je sais que c'est un petit peu ma spécialisation si vous étiez là au tout début quand je me suis présenté, mais c'est vrai que la sécurité, c'est ce que j'expliquais avant, elle doit être transparente pour l'utilisateur, mais la sécurité d'Internet aujourd'hui, d'une compte d'organisation Microsoft est vraiment essentielle. Elle va passer par, du coup, tout simplement les utilisateurs. Comment on va gérer les utilisateurs avec, leur expérience, encore une fois, qu'elle soit la plus fluide possible. On va partir sur une base de moindres privilèges et on va aller sensibiliser et former les utilisateurs et bien sûr, il faut, l'adhésion des utilisateurs, comme disait Céline, avec un bon accompagnement, pour qu'ils puissent comprendre leur écosystème et comprendre leur nouveau bureau numérique et que toute la collaboration soit réellement, forte au sein de votre organisation et maîtrisée. Maîtriser, c'est maîtriser par les accès. Encore une fois, on le disait, c'est vraiment avoir cette vision de comprendre comment mon utilisateur se connecte, à quoi, quels sont ses droits et comment il va communiquer et quels sont les outils qu'il va pouvoir avoir pour le faire. Encore une fois, donc ces fameux outils, ça va être les terminaux. Les terminaux, ça va être l'ordinateur portable, ça va être le téléphone portable. On peut imaginer des téléphones portables personnels à usage professionnel. Est-ce que j'ai besoin de pousser des applications? Est-ce que j'ai besoin d'avoir une sauvegarde de ces postes? Est-ce que j'ai besoin d'avoir de la confidentialité, donc du cryptage, du chiffrement sur ces postes? Et enfin, la gestion des documents, encore une fois. Quel cycle de vie je donne à mes documents? Est-ce qu'il y a des documents dont j'ai besoin d'avoir une rétention sur 1 an, 2 ans, 5 ans, des besoins légaux? Est-ce que j'ai besoin de classifier ces documents avec une sensibilité, une confidentialité? Comment j'assure une protection et un partage de mes documents? Comment je maîtrise ça avec l'externe, notamment les invitations de personnes dans mes équipes Teams? Et donc, c'est vraiment cette vision globale de Adista sur laquelle on vous emmène. C'est une réflexion par les usages. C'est on a besoin de vous accompagner sur vos usages, de comprendre votre fonctionnement pour pouvoir vous proposer à vous et ensuite à vos utilisateurs avec le meilleur accompagnement possible, la meilleure expérience possible que vous allez pouvoir retrouver grâce à tous les outils Microsoft 365. Et tout ça, ça se passe avec de l'audit un petit peu et beaucoup de conseils par Adista. Et on va vous accompagner dans cette adoption. Adoption, vous avez déjà les outils. Est-ce que tout est compris? Est-ce que tout est maîtrisé? Peut-être qu'il y a tout à faire, il y a une feuille de route complète à dresser. Peut-être que vous avez déjà commencé à déployer des choses, vous avez des questions. Justement, vous posez des questions sur les partages externes, sur la gestion de la sécurité, sur les utilisateurs. Est-ce que quand un utilisateur quitte l'entreprise, qu'est-ce que je dois faire? Quel est son cycle de vie? Comment je maîtrise sa boîte aux lettres? Qu'est-ce que je fais de ces documents OneDrive, des documents qu'il pourrait avoir? Et est-ce qu'il y a une gestion légale de tout ça? Et du coup, je pense que vous l'avez compris, du coup, à Dista, on va être capable de vous accompagner, avec chacun de nos consultants, une équipe presque de 10 personnes. Donc chacun a une spécialité en plus d'avoir une connaissance, une maîtrise globale d'Office 365, on aura chacun une spécialité. Céline va être plus SharePoint, plus intranet, avec une sensibilité plus forte pour vous proposer un écosystème cohérent et qui va être dans vos usages, dans votre fonctionnement documentaire. Moi, je vais avoir une brique un peu plus sécurité pour vous accompagner plus sur les accès au travers de la gestion des identités, des terminaux, la protection des données. Et on va avoir d'autres personnes encore qui vont s'occuper de la formation et de la conduite du changement. Et tout ça, c'est un petit peu une émulsion qu'on a chez Adista qui va vous permettre de travailler avec différentes personnes tout en ayant un interlocuteur qui va être dans la chefferie de projet, qui va vous accompagner sur cette roadmap avec la gestion des terminaux, des données. Et on va vous présenter un rétro-planning des différentes briques qu'on va mettre en place, de ce qu'on peut faire en parallèle et de comment on va manager tout ça pour vous donner à vous la meilleure expérience, en tout cas avec Adista, et pour que cette meilleure expérience elle puisse se transmettre à vos collaborateurs et à vos utilisateurs, que ce soit au niveau administrateur, au niveau management, gestion, au niveau de la direction, mais aussi au niveau de l'utilisateur qui va être plus standard, plus la tête dans son métier et qui va avoir peut-être d'autres besoins et d'autres usages, d'autres fonctions. Donc concrètement, au-delà de tout ça,
Avec Cadista, on a une valeur ajoutée quelque part, complémentaire, c'est qu'on va avoir des sortes de badges, qu'on peut appeler ça comme ça. On va être tier 1 chez Microsoft. Ça veut dire qu'on vous allez avoir un support, standard, et on va pouvoir provisionner vos licences. C'est-à-dire que si vous avez des questions qui sont en lien direct, qui sont très complexes, ou vous avez des problématiques de tenant, vous allez pouvoir utiliser, entre guillemets, un service à distance qui va permettre une mise en relation avec Microsoft pour pouvoir répondre à vos problématiques directement. Et on va avoir un niveau gold, ça veut dire tout simplement qu'on a les compétences, qui permettent d'avoir, ce statut, ce badge auprès de Microsoft, qui dit qu'on est capable, justement d'accompagner des entreprises sur des sujets complexes, de migration, des sujets complexes d'accompagnement et de sécurisation de vos données. Avec tout ça, on est partenaire avec différents outils qui s'intègrent également à Microsoft, comme, la protection par email qui va être, pour nous utilisée, ça va être VAD Secure. On va avoir une protection des appareils, donc vraiment antivirus, sur l'appareil. On va utiliser du SentinelOne. On va avoir du AV-Point éventuellement pour, nous aider aussi, parfois dans quelques cas difficiles à migrer, certaines parties de vos données ou des boîtes mail qui vont être vraiment très complexes. Et on va avoir aussi, très important, une sauvegarde du contenu Microsoft 365 avec notre partenaire qui s'appelle Vim. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez mettre des données sur Microsoft 365, encore une fois, ça va être super parce qu'on va avoir plein d'outils qui vont nous permettre de mieux travailler. Mais si ces données ne sont pas sauvegardées finalement comme un backup traditionnel on-premise, en cas de crash, vous aurez plus de données, à disposition pour pouvoir retravailler rapidement. Tout simplement, la sauvegarde Vim 365, c'est l'équivalent d'un backup on-premise qui vous permet de repartir très rapidement ou de restaurer des données, de conserver la propriété également de vos données. Tout simplement, ça veut dire que si vous faites votre sauvegarde Vim chez Adista, si demain vous souhaitez retirer ces données, aller chez quelqu'un d'autre, vous pourriez le faire. Mais le plus important, c'est que si vous êtes chez Microsoft et que vos données, à un moment donné, vous souhaitez les transférer vers un autre prestataire comme Google aujourd'hui, mais peut-être un autre demain, vous restez propriétaire et ça vous permet de transférer un système d'information d'un espace A vers un espace B. Globalement, on arrive à la fin de cette présentation. J J'oublie, c'est vrai, de rajouter qu'on est ISO 27001. Ça veut dire qu'on va pouvoir vous accompagner dans des certifications également. Si vous avez des besoins de certification parce que vous êtes dans des domaines, de santé, parce que vous êtes des établissements de santé, parce que vous êtes des établissements médicaux, parce que vous êtes gouvernementaux et dans l'armement, on peut également obtenir des certifications qui sont liées à la 27001. Et également, si vous souhaitez et que vous avez la possibilité de le faire, on peut passer par Calliope pour réaliser les formations, les Oui, transferts de compétences et tout l'accompagnement qui peut être fait pour vos utilisateurs. la prise en charge au travers, des OPCO, notamment. Exactement. Parfait. Et beh, il nous reste, peut-être, 5-10 minutes. Il y a quelques questions qui sont passées dans le chat, Renaud. Je vous propose qu'on remonte pour y répondre. Alors, je Hem, vais essayer de reprendre ça. alors attends, je remonte tout en haut. Je crois qu'il y avait une question sur les licences à un moment donné. Monsieur Petit-Demange qui posait la question de savoir si nous sommes en mesure de fournir des licences, open. Open Office? Oui, je dirais que oui. Oui. On a une cellule, chez nous qui travaille exclusivement sur le licensing, donc qui est représentée par Elisabeth et effectivement, on peut, enfin en étant justement, Microsoft Tier 1 et Gold Partner, on peut proposer l'ensemble des licences disponibles sur le parc, ouais. Microsoft en tout cas. 2e question, je crois que c'était encore pour toi, Renaud, cette question. Parce que j'ai vu des questions, pardon, de sécurité, ouais. Hem, Alors j'ai Villatel, voilà, monsieur monsieur, madame Villatel, ouais. Villatel. Comment est-il possible de contrôler l'accès aux données par les administrateurs IT, mais ne pas leur permettre d'accéder à des données RH, mais leur permettre en revanche d'accéder à l'administration de données et de sites de production?
Il y a beaucoup d'informations, mais globalement, ça va se passer, au niveau de la gestion granulaire des rôles. Vous avez on va rentrer trop dans la technique. Vous avez la possibilité dans l'administration Azure, dans le portail Azure, de gérer réellement, des rôles qui vont pouvoir accéder à tel ou tel environnement et bloquer les accès à d'autres espaces. Donc vraiment définir des rôles sur, très granulaires, très privilégiés uniquement sur la coproduction de certains espaces. Mais ça, on pourra y revenir, peut-être plus en détail si vous avez, du temps. On pourrait prendre un petit peu de temps ensemble pour regarder ça. Alors, oui, quid d'un VPN, Vanish qui prend une IPFR? Effectivement, si, je disais effectivement, si on est dans un pays étranger, on ne peut pas se connecter. Effectivement, on peut toujours outrepasser, le fait d'être à l'étranger, de prendre une IPFR et de se connecter, dessus. Potentiellement, ça pourrait fonctionner, effectivement. Après, c'est justement pour ça que mettre, de l'accès multifacteur uniquement basé avec une condition sur l'IP France ne suffit plus aujourd'hui et c'est pour ça qu'on va aller, vers un conditionnement et une conformité des appareils, des terminaux numériques qui va pouvoir permettre de dire que uniquement si c'est tel appareil ou tel réseau VPN ou, telle personne qui se connecte depuis tel appareil même, on va autoriser l'accès ou non. Heu la géolocalisation de connexion ne vous pose pas de problème pour le respect de la vie privée des salariés? Non, car si c'est dans le cadre, de comment dire? Des heures de travail et que c'est un téléphone professionnel, ça ne pose pas de problème. Si c'est un téléphone personnel et que c'est dans les heures de travail, dans tous les cas, il y a vous enregistrez en fait, vos paramètres, de votre réglementation, d'organisation, qui définit normalement l'usage des applications, d'authentification multifacteur et de géolocalisation. Même si tout ça est paramétrable, non, on n'est pas dans des problèmes de respect de la vie privée, du salarié sur ses heures de travail puisque du coup, il accepte, les conditions d'utilisation, des applications qui lui permettent de s'authentifier en multifacteur pour pouvoir accéder aux applications d'entreprise. Heu, je réponds à la téléphonie ou tu le fais? J'ai Xavier Heu, D. vas-y, Oui, vas-y, j'étais en train de effectivement. chatter en même temps. D'accord. La téléphonie dans Teams, cela veut dire qu'on peut connecter son numéro direct 05 Mmh. vers Teams pour recevoir les appels dans Teams. Oui, vous pouvez connecter, vos du coup, vous aurez vos numéros, on a besoin des numéros, en fait, tout simplement pour pouvoir les connecter, directement dans Teams. Ça peut être un numéro de fixe comme un numéro de portable. On va pouvoir les connecter directement dans Teams. Vous pourriez passer vos appels directement depuis Teams. À ce moment-là, sur la brique qui est sur la gauche appel, vous auriez un pavé numérique où vous auriez potentiellement la possibilité de synchroniser l'ensemble de vos contacts, de réaliser des transferts, du coup, éventuellement, si vous souhaitiez, de Teams, si vous n'êtes pas présent, qu'on vous appelle sur Teams, ça pourrait sonner sur votre portable et inversement, on pourrait appeler depuis le portable directement sur le Teams d'une personne. D'accord, bon, ben, on prendra, rendez-vous, pour les étiquettes de Voilà. confidentialité. Parfait et J'ai les rôles. noté, j'ai Heu, noté, voilà, pour les parties, heu, effectivement, qui nécessitent d'approfondir sur la partie sécurité. Il y a plein d'outils, on en a présenté quelques-uns, effectivement, le portail, Azure et puis il y a beaucoup de choses, SecureScore, enfin voilà, on pourrait en parler pendant des heures. Mais en tout cas, Renaud et moi, sommes disponibles, surtout n'hésitez pas. On a mis du coup nos coordonnées mail, dans le chat. Si vous voulez nous envoyer un email pour prendre rendez-vous. Il y a une autre question qui est venue en cours de route. heu Ouais, ah oui, alors quelle solution Ouais. proposez-vous concernant le déploiement de MFA sur les utilisateurs qui ne disposent pas de téléphone pro et qui ne souhaitent pas utiliser leur téléphone perso, hormis YubiKey? Heu, alors là, on va utiliser justement, c'est à part, les clés FIDO, aujourd'hui, on va être un petit peu bloqué, mais ça va être les clés FIDO. Une clé FIDO, c'est une clé USB sur lequel on va enregistrer l'empreinte numérique de l'utilisateur, donc on va enregistrer son empreinte digitale et on va lui affecter un profil. C'est vraiment, quelque part la possibilité aujourd'hui de contourner, le souhait, d'un utilisateur de ne vraiment pas associer un téléphone perso
avec des applications d'entreprise ou des besoins, enfin voilà, une application d'entreprise ou d'utiliser ne serait-ce que le SMS pour pouvoir s'authentifier. Ah d'accord. Du coup, j'étais en train juste de chatter, Frédéric pour savoir, comment est-ce qu'on traitait, le replay. Donc on le traite donc on le met à disposition sur notre chaîne YouTube, c'est ça que tu veux dire, Fred? Oui, en fait, on va le diffuser en non répertorié, on fait pas ce manip, parce qu'on peut via Teams, on peut pas, en termes de sécurité, le Oui, oui. partager directement. Donc, on va le mettre sur YouTube en non répertorié, on vous enverra un email avec le lien spécifique. Il n'y a pas de problème. Je vous laisse continuer et finir ce webinaire. Bah, écoute, je pense qu'on a répondu en tout cas aux questions qui étaient dans le chat. Mm. On a mis nos coordonnées. Bien entendu, on vous transmettra le lien pour le replay. Voilà, donc il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée à toutes et tous et à très vite, peut-être au téléphone ou par email. Merci N'hésitez Merci à beaucoup, pas. tous. Merci à toutes merci à et tous tous. et merci Céline, merci Fred et à bientôt. Merci, bonne journée.